mettre en place, avec beaucoup d'activités de sensibilisation, de préparation des communautés, d'information de celles-ci, mais aussi avec un petit travail de formation sur les outils qui devaient être utilisés, notamment le GPS et d'autres petits éléments qui étaient nécessaires pour collecter ces informations. Donc une fois que nous avons collecté des informations, nous les avons traitées pour avoir le résultat que vous avez sous vos yeux. Nous avons donc commencé tout à l'heure par présenter les cartes de Mboukou, la carte de Mboukou. Je pense que il faut bien comprendre que le cadre, c'est-à-dire ce qu'on a comme soubassement, c'est d'après les informations sur l'affectation, les affectations foncières, ou le zonage, si on peut l'appeler zonage forestier. C'est un espace, tout cet espace est considéré comme une unité forestière d'aménagement. Et une unité forestière d'aménagement, ça suppose, si c'est effectivement, parce que ça date de 2005, donc certainement où il y a eu quelques évolutions, mais c'est l'information qu'on a pu avoir. Alors cette unité forestière d'aménagement a certainement été l'objet d'exploitation forestière à un certain moment. Et les populations ont été là pendant cette exploitation, ayant donc dû vivre d'une certaine façon. Ça, c'était la première invasion, si on peut dire, de ce terroir, par des personnes qui venaient de l'extérieur, avec leur technologie, avec leur philosophie, avec leur approche complètement décalée de celle des populations, enfin, inconnue encore jusque-là par les populations. Ensuite, si on regarde très bien sur ces cartes, on va voir qu'il y a la présence de nouveaux acteurs qui interviennent en dehors de ce fonds. Qui est l'UFA, l'unité forestière d'aménagement. On a la présence d'autres acteurs. Là, c'est un permis, ou plutôt deux permis, sur le phosphate, sur les sables bitumineux, pardon, qui ont été accordés à Eni Congo, et qui permettent justement de voir qu'une bonne partie de ce village, plus de la moitié de ce qu'on a en image, est complètement recouvert par la zone du permis. C'est un permis qui donne droit à l'opérateur à des droits exclusifs de recherche et parfois d'exploitation de la ressource. Et étant donné que les questions sur le plan foncier ne sont pas tout à fait réglées, c'est-à-dire le régime foncier ici au Congo, comme dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, depuis le Sénégal jusque pratiquement après l'Angola, on a à peu près les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on a une cohabitation parfois difficile à comprendre entre le droit coutumier ou un système coutumier et plutôt un système dit moderne. Le système coutumier, il est reconnu par tous, au moins en parole, même s'il n'est pas très souvent écrit et consacré par la loi, par le droit positif. Au moins il est reconnu, mais seulement dans l'application, il se heurte à de nombreux problèmes, évidemment, parce qu'il n'est pas codifié. Donc il n'est pas tout à fait reconnu. Donc du coup, celui-ci qui obtient des droits exclusifs sur cet espace devient forcément, parce qu'il a rempli des conditions, entre parenthèses, avec l'administration, désormais, il a le droit de disposer de cet espace aux fins de recherche ou d'exploitation du minerai. Mais les populations dont on voit les activités sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, les populations, très souvent, ne sont ni informées, ni associées au processus, et très souvent sont même obligées d'entretenir des rêves et d'autres idées qui leur viennent évidemment du fait du manque d'informations de la part de cet opérateur. Mais avant de parler de... Enfin, je ne vais pas tellement insister sur cet opérateur qui est l'exploitant minier, en l'occurrence Eni Congo ici. Et il y a également un autre opérateur, c'est dans ce cas-ci le même, qui est plutôt pétrolier et qui a des infrastructures qu'il a déposées partout. Il n'a pas été facile, enfin possible, pour le dire exactement, d'avoir des informations sur la délimitation du permis pétrolier d'Eni Congo. Donc on aurait, en superposant, on aurait bien vu très certainement que tout le village carrément est sous des permis. D'abord le premier, forestier, ensuite le deuxième, minier, et le troisième, pétrolier. On aurait bien vu que tout l'espace du village est recouvert par ces permis. Pour dire simplement qu'en réalité, le village n'existe pas, ou est supposé ne pas exister. Parce que ça ouvre, justement, les permis ouvrent à la détention des droits, on va dire, exclusifs sur l'espace.
selon le droit moderne, le droit positif. Donc, ces personnes qui ont ces activités qu'on peut noter très importantes du reste, il faut dire que dans l'approche que nous avons utilisée, on a choisi de suivre uniquement les itinéraires parce que s'il fallait faire un travail plus étoffé, c'est-à-dire que suivre à la fois les itinéraires et faire des entrées pour aller jusque dans toutes les zones utilisées par les populations, on n'aurait ni le temps ni les moyens pour couvrir ces espaces. Parce que vous pouvez bien vous en douter, les populations ne travaillent pas seulement sur cette piste qu'elles suivent, mais en réalité, c'est des pistes qui les mènent vers les zones d'activité qui sont réparties dans l'ensemble de la zone. Du coup, on peut imaginer qu'à partir d'ici, on peut avoir des champs qui s'étendent là, on peut avoir des champs qui s'étendent là. Et le long de tous les itinéraires, c'est à peu près la même logique d'occupation. Et même si on a choisi d'arrêter là, c'est juste pour les problèmes de présentation, parce qu'en réalité, au-delà d'un champ comme celui qui est là, il y en a certainement d'autres qui existent en dessous. Et puis, au-delà du champ, on a forcément d'autres activités qui peuvent être la détente, la balade. Enfin, on peut mener d'autres activités. Et ça, c'est facile à imaginer par tout le monde. On n'a pas nécessairement besoin de le représenter. Donc, ça, c'était surtout pour éviter que le zoom soit trop petit et que les informations ne soient pas visibles facilement par ceux qui les liraient. C'est pourquoi on a gardé cet affichage, je veux dire donc, je reviens sur les activités communautaires pour indiquer que, contrairement au type d'activités développées par les autres acteurs, les communautés ont des activités qu'on va considérer comme traditionnelles et qui sont essentiellement des activités de subsistance. C'est-à-dire que c'est tantôt pour aller cultiver les champs. Et dans ce cas-ci, il faut bien noter que les champs sont extrêmement éloignés de la base du village, la base originelle du village. Pour la simple raison que culturellement, ce peuple est davantage préoccupé par la culture des espaces forestiers, encore avec des arbres sur pied. Et ils sont plus portés à travailler dans la forêt qui conquiert, non pas dans les espaces déjà dégagés complètement. Donc c'est ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait de grands espaces blancs là, enfin des parcours qui ont été effectués sans qu'on ne note la présence de quelques activités. Donc c'est une considération purement culturelle dans le cas de ce village-ci. Donc je disais, les activités sont essentiellement traditionnelles et sont portées à la subsistance. On va voir donc l'agriculture, on va voir la pêche, on va voir des activités, ici par exemple, c'est des activités liées aux rituels, les sites sacrés, enfin tout ce qui se rapporte au sacré dans le village, c'est ce qui est représenté là. On a d'autres représentations de ce phénomène-là. On a les activités d'élevage domestique et toujours traditionnelles, bien sûr, pour la subsistance très souvent, même s'il y a quelques excédents qui peuvent être destinés à la commercialisation, mais c'est très rarement au départ le but poursuivi. On a également là une zone qui est représentée un peu comme une carrière, mais c'est simplement une zone où on extrait de la terre pour en faire des briques, pour des besoins de construction, etc. Donc on a sur les rivières ou les petits ruisseaux du village des activités de pêche parfois en raison de la qualité de potabilité de l'eau. On est obligé de se limiter à la pêche, souvent juste au ruissage du manioc ou encore à l'entretien des ménages pour les autres besoins, hormis les besoins en eau de consommation. Donc, si on veut s'étendre, on va toujours noter qu'à chaque type d'activité, là c'est par exemple des activités de collecte, de prélèvement de la ressource nécessaire qui peut être, dans ce cas-ci, ça peut être le bois pour en faire du charbon, ça peut être des éléments qui leur permettent justement, comme le bois, on a dit éclaté, ou d'autres ressources qu'on prélève de la forêt pour les besoins de la vie simplement au niveau du village. Donc comme on peut le constater, on s'aperçoit que dans la technique utilisée, il y a un très grand, il y a une bonne opposition entre les deux. Ceux-ci disposent très peu de moyens et puis ils travaillent de façon traditionnelle, tandis qu'en face, on dispose d'assez de moyens, on dispose de suffisamment de technologies pour faire plus grand, c'est-à-dire travailler sur des espaces
beaucoup plus large, plus vite, en utilisant beaucoup de personnes, en utilisant une technologie toujours plus nouvelle, plus développée. Et ça, c'est le premier point de contradiction entre les deux. C'est qu'au niveau des outils, au niveau des techniques, au niveau des stratégies même, il y a des petites contradictions. Maintenant, au niveau des deux, une autre opposition, c'est, on va dire, la finalité. Pendant que celui-là est préoccupé par la recherche de la ressource aux fins purement économiques, c'est-à-dire pour la commercialisation, celui-ci veut simplement se remplir le ventre, il veut simplement avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc lui, il travaille essentiellement pour la subsistance. Il veut juste avoir son pain de la journée. Et alors que celui-là, en général, il n'est plus sur les questions de subsistance. Il est porté sur l'accumulation, sur les bénéfices et sur des choses qui vont dans le même sens. Avec d'autres préoccupations qu'on peut certes, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on peut considérer comme marginales, c'est-à-dire la préservation des hommes ou de la ressource, etc. Donc ça, c'est le deuxième point de contradiction entre ces deux acteurs, ces deux systèmes qui existent dans le même espace du village. Donc, si on veut, on peut dire tellement d'autres choses, mais je crains d'abuser de votre temps. Je vais m'arrêter sur ces deux points qui permettent au moins de savoir que ceux-ci ont des préoccupations très, très modestes de subsistance, tandis que ceux-là ont des ambitions beaucoup plus importantes et qui dépassent carrément le cadre de la subsistance. Est-ce que dans une situation comme celle-là, le plus fort, forcément, qui est celui qui est en face, est-ce que le plus fort a toujours raison? Dans le cas que nous avons observé, c'est-à-dire en beaucoup, il a toujours raison. C'est-à-dire que c'est sa loi qui prévaut. C'est-à-dire que les populations, avec les sessions que nous avons eues, nous ont fait clairement savoir que c'était très, très compliqué de se faire entendre. Pas de se faire écouter, je veux dire pas de se faire prendre en compte, mais au moins de se faire entendre, de crier, de se faire entendre. C'était très difficile, évidemment parce que la loi du plus fort prévaut dans ce contexte-là. On va certainement revenir sur comment on peut avancer, mais ça c'était la carte de Mboukou. Et vous avez là vraiment une illustration parfaite de la présence de nombreux acteurs sur un espace qui anciennement était occupé par des populations qui avaient des préoccupations très, 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 très alimentaires et qui aujourd'hui n'ont malheureusement pas changé au détriment de cette population. Je veux dire au malheur de la population. Elle n'a pas pu s'adapter, elle n'a pas pu trouver de nouveaux outils, je ne sais pas, pour essayer d'avancer, mais elle est restée pratiquement au même niveau. Alors que les nouveaux acteurs qui sont arrivés avec des technologies qui tous les jours changent, qui tous les jours s'améliorent pour capter la ressource, pour la mettre en exploitation le plus rapidement et le plus abondamment possible. Plus haut ou plus bas, un clic. Donc c'est un peu la situation de beaucoup et je pense que avec la carte qui se prépare, la carte de Njeno, on a à quelques exceptions la même configuration. Sauf que dans le cas du village Njeno, on est plus proche, beaucoup plus proche de la mer. Et on sait que les milieux comme ceux-là sont forcément des milieux avec la présence de beaucoup d'eau. Et si on a beaucoup d'eau sur le terrain, sur le territoire, sur le sol, comment on peut dire, sur le continent, si on a beaucoup d'eau d'infiltration sur le continent, alors forcément, l'exposition de ces populations aux autres problèmes ou aux problèmes qui ont été évoqués peut se faire de façon beaucoup plus accrue que dans le premier cas. Parce que si on a une zone qui est plus ou moins... qui est certes une zone de côte, une zone côtière comme la précédente, mais à la différence que celle-ci est vraiment beaucoup plus proche de la côte. Et il y a des risques d'infiltration, des risques de toutes sortes qui se posent sur l'environnement. Et comme je le disais tout à l'heure, on note justement qu'il y a la présence de la ressource hydrique en abondance partout dans le village. Le village est complètement enserré par les ressources hydriques de toutes parts. On voit l'océan de ce côté, on voit la lagune, on voit la presqu'île. Bref, on note que partout, on a de l'eau pratiquement. Et là, c'est pour représenter le moins. Parce que
il y a malheureusement des choses qui ne se voient pas très bien. Il y a des tracés de rivières là qui passent par là, mais qui ne se voient malheureusement pas très bien ici. Mais on aurait peut imaginer, même sans avoir le tracé, on peut imaginer que ça ne s'arrête pas là brutalement comme ça. C'est une rivière qui doit certainement se poursuivre. C'est pareil là. Là également, il y a certainement un chevelu hydrographique beaucoup plus intense que celui qu'on peut apercevoir en image. Et du coup, ça fait que c'est un peuple essentiellement de pêcheurs au départ. C'est un peuple de pêcheurs parce qu'il est tout près, il a des rivières sur lesquelles il peut mener ses activités. Mais en dehors de ces activités de pêche de subsistance, encore une fois, on a d'autres activités qui sont des activités agricoles, comme c'est le cas là, et très peu d'activités de collecte des produits forestiers, pour la simple raison que la forêt, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Ce n'est pas qu'il ne soit pas porté à cette activité, mais la forêt a disparu et puis on est bien obligé de se contenter de ce qu'on trouve encore. C'est pourquoi vous allez voir un seul point où il y a encore la possibilité d'aller ramasser des choses qui traînent dans la forêt. Et je vous assure aussi que le mouvement il n'est pas exclu que dans quelques années, si on reprenait la carte, qu'on n'ait plus ce point-là, qu'il ait disparu. Si on l'avait fait 10 ans plus tôt, on n'aurait pas cette configuration-ci, parce qu'on aurait bien pu noter que l'espace leur offrait encore d'autres possibilités. Donc, en dehors de la pêche, de l'agriculture et des activités de collecte des produits forestiers, on a d'autres activités qui sont beaucoup plus récentes. Ce sont des activités d'élevage. Ouais. C'est des activités qui ont été certainement promues ou facilitées par un des opérateurs qui existe dans la zone et qui a donné la possibilité à ces populations d'en développer un grand nombre. Et vous allez très bien voir que ces activités sont concentrées le long de la route. Et le long de la route, c'est forcément quelque chose de plutôt récent. C'est forcément quelque chose de plutôt, comment dire, hors des habitudes du peuple. Donc, ici, on peut noter qu'il y a une évolution, une tendance à l'adaptation, aux changements qui se produisent dans l'environnement, dans leur environnement initial. Contrairement au premier cas qu'on a regardé tout à l'heure, on a des populations qui essaient de développer d'autres alternatives. Évidemment, certainement, je crois, sous la conduite ou la facilitation d'autres acteurs, des autres parties prenantes, d'autres partenaires qui existent dans la région. Donc, il existe pas mal de choses, le marché qui a encore un projet, les écoles, etc. Mais tout ça, ce sont des infrastructures socio-économiques essentiellement, qui ne rentrent pas nécessairement dans la culture ou dans les habitudes de ces populations-là, mais qui font vivre aujourd'hui. Donc, vous voyez très bien que la présentation est extrêmement simplifiée dans ce cas-ci, pour la simple raison que les activités traditionnelles, les activités coutumières de ces populations sont, hélas, en train de disparaître, malheureusement. Et c'est peut-être l'avenir qui est destiné, qui est réservé à la fois à ce village et à plusieurs autres villages autour de ces sites qui sont l'objet d'exploitation par d'autres acteurs. Malheureusement, ça risque d'être cela qui arrive, si on y prend garde. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé des acteurs parce qu'ils sont nombreux. On a dit que c'était une zone de terminal, on l'a entendu, il y a pas mal d'infrastructures qui existent. Évidemment, comme il y a la possibilité d'avoir des affaires, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'antennes pour les opérateurs téléphoniques. Vous allez voir qu'il y a la présence de sociétés de sous-traitance, etc. Et il y a la sécurité, une caserne militaire, etc. Tout ça pour accompagner le mouvement de l'activité économique. Vous voyez un peu la logique d'occupation de l'espace. Est-ce qu'une carte comme celle-ci peut nous révéler sur la réalité que des communautés peuvent vivre dans leur espace? Donc, on peut aussi dire une petite chose sur ce cas de Njeno, avant que de passer à autre chose. Ce qu'on note, c'est que c'est un village qui a, contrairement à l'autre, beaucoup de points d'eau. Mais si vous regardez très bien, vous apercevrez que les points d'eau, évidemment, sont des points d'eau aménagés. On en a là. On en a un bon nombre.
pratiquement tout le long de l'itinéraire routier, on a de nombreux points d'eau aménagés. Est-ce du fait de la technicité ou de l'activité de ces communautés, ou le fait de quelques opérateurs qui, sentant le coup, ont dû mettre un peu de sous pour qu'on en arrive là? Je pense que si on veut réfléchir, on aura le temps de le faire. Mais on note bien qu'il y a beaucoup d'eau dans ces villages-là. Il y en a vraiment beaucoup. Si on regarde l'échelle, on peut imaginer que c'est à peu près 7 à 8 km, cette route-là, l'espace au moins routier qui couvre l'aire du village. Et sur 7 km, on a à peu près l'équivalent en robinet. On a 7 robinets également, 7 ou 8, voire 9, peut-être même 10, si tout n'est pas cartographié dans le village. Donc, je ne sais pas si je peux me permettre de faire une comparaison des deux cartes maintenant, en disant que ici, on s'aperçoit très bien que le village, le premier village qui aime beaucoup, que le premier village Mboku a énormément de retard ou de difficultés. Je ne sais pas si c'est à cause de la qualité ou la faiblesse ou la mauvaise qualité du peuple, de la population, ou bien si c'est en raison de la qualité ou de la mauvaise qualité des autres acteurs qui existent dans l'espace. Je peux dire la même chose aussi pour ce village. S'il est avancé, est-ce le fait de la population, la population, ou le fait d'autres acteurs extérieurs? Ça, c'est la question qu'il faut bien se poser. Mais on note qu'il y a un important décalage entre les deux villages. Et dans les deux cas, il faut que je m'empresse de le préciser, ce sont des populations qui ont utilisé le GPS pour aller collecter des informations. Donc nous ne sommes pas intervenus de façon à manipuler ou à bouger des choses ou à ajouter quand c'était nécessaire pour faire une présentation comme celle que je fais. Ce sont des informations prises au GPS dont les fichiers sont du reste disponibles et accessibles pour vérifier, pour se rendre bien compte de la réalité de cette situation-là. Donc, si on compare, et c'est la note sur laquelle je veux m'arrêter au moins pour les cartes, on peut très bien s'apercevoir qu'il y a certainement du travail à faire dans l'un et l'autre village. Parce que même si cette situation semble envieuse par les gens qui habitent le premier village qu'on a présenté, à savoir Mboku, il reste énormément de choses à faire là-bas. Il y a des choses qu'on n'a pas pu représenter, qui sont des problèmes liés, on va dire, des risques technologiques, des problèmes de santé, des choses de ce genre qu'on n'a pas pu soulever ici, tout comme dans le premier, mais qui sont apparemment beaucoup plus palpables dans ce cas-ci. Parce que à une certaine heure, enfin à longueur de journée d'ailleurs, on aspire beaucoup d'odeurs. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas représenter. Il y a des odeurs insoutenables. Est-ce qu'on sait ce que ces odeurs peuvent avoir comme incidence sur la santé? Bien malin qui pourrait le dire. En tout cas, en l'état actuel, dans ce cas précis. Je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont été menés pour savoir si ces odeurs sont bonnes pour la santé, ou du moins laissent la santé au moins à un niveau acceptable pour les populations. Et imaginez qu'on dort dans ces conditions, qu'on passe toute la journée, quand on mène des activités dans ces conditions, et ensuite qu'on passe le reste de la journée à la maison ou n'importe où, on a à peu près les mêmes odeurs. Je pense que même si on ne peut pas le représenter, c'est un problème que ce village connaît quand même. Les problèmes d'eau, d'accès à l'eau, il y a des espaces qui sont complètement mis en défense par les opérateurs pour que la population n'y aille plus. Parce que si ces opérateurs le font, elles savent très bien qu'est-ce qui motive leur décision de le faire ainsi. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'elles ont certainement pu se rendre compte de la mauvaise qualité de ces eaux, certainement du fait de leur présence ou de leurs activités. Mais je ne vais pas beaucoup m'avancer dans les commentaires parce que les évidences sont là et chacun peut très bien apprécier. Si on peut dire que toutes ces activités qui se développent, vous voyez, les pipes, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, il y en a un bon nombre qui jonchent l'espace du village. Si tout cela concourt d'une certaine façon à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. C'est valable dans les deux cartes, sur les deux cartes. Est-ce qu'on a l'impression que dans ce village-ci,
sur lequel on a l'essentiel de la production, ou toute la production du Congo en pétrole passe. Est-ce que la représentation qu'on a de cet espace correspond au niveau normal auquel il aurait dû se trouver à l'heure où on parle? Est-ce que l'autre cas où on pratique plus l'exploitation onshore avec le village Mboku, est-ce que malgré la présence de ces acteurs-là, on a l'impression que quelque chose change en bien dans la vie de ces populations? Ce sont des questionnements sur lesquels je vais m'arrêter un moment en pensant évidemment que on a essayé par ce travail de mettre sur la place publique les conditions, l'utilisation de l'espace par ces populations et que ça peut pousser les partenaires au développement ou bien les autres parties prenantes dans cet espace-là qui utilisent cet espace pour leurs activités, qu'on a pu leur donner quelques informations qui pourraient les aider à avancer dans la bonne direction. On va certainement revenir là-dessus tout à l'heure parce que il y a une petite liste de questions auxquelles j'aimerais qu'on regarde, qu'on participe au moins, même si c'est de façon passive, qu'on participe quand même au déroulement des questions. Je vous remercie. À la commission Justice et Paix, c'est vraiment un espace prophétique. Et par rapport à notre expert tout à l'heure qui se demandait pourquoi c'est mieux aménager à Djeno et pas à Bondi. Eh bien parce que Djeno, il y a longtemps qu'on exploite le pétrole de Djeno.